Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Carrément. Pour cette deuxième émission de la saison, le programme est très riche. On va parler d'addiction, de religion, de bien-être au travail et même de sorcières. Mais oui, de sorcières. Et pour commencer, comme chaque émission, voici le portrait du mois avec la rubrique Dans les yeux. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours avec passion, je le fais toujours à fond. Et c'est quelque chose que je veux tenir tant que la santé le voudra bien, quoi. Ben voilà, moi en fait je m'appelle Patrick Masquelier. Je suis situé au Archolet, qui est un lieu-dit de la commune de Le Solcy, près de Senones. En fait je suis menuisier et puis par un plus grand hasard, j'ai un ami qui est féru de jeux d'arcade. Un dimanche, il est venu me voir et m'a dit comme ça, écoute Patrick, voilà, ça s'appelle Raspberry, c'est super, j'ai 1500 jeux dessus, mais il faut mettre ça dans un meuble. Il dit, ça s'appelle un bar top. Donc j'ai dit, ah bon, c'est quoi? Donc il m'a montré quelques photos qu'il avait glanées sur internet. Il m'a dit, voilà, c'est ce style de truc-là, il faut que tu m'en fasses un. Je me suis mis à l'œuvre, j'en ai réalisé un pour lui. Et puis il est venu, je vais dire, me harceler quasiment, en me disant, écoute Patrick, c'est l'hiver, les chantiers, tu galères quand même un peu en ce moment, c'est pas facile. Il dit, il faut absolument que tu vendes ça sur Internet. Honnêtement, j'étais pas très chaud dès le départ, je me suis fait vraiment tirer. Et en définitive, ça s'est mis à marcher du jour au lendemain, à un tel point qu'au bout d'un mois, je ne faisais plus que ça, vu la demande que j'avais. Et maintenant, je ne fais plus que ça, donc j'ai arrêté de faire des rambardes, j'ai arrêté de faire des volets, je fais plus que du bar top. Comme quoi, la vie, parfois, elle est bizarre. En fait, la personne va recevoir le sticker, je vais dire, en rouleau, comme ça. Lui, il découpe sommairement les contours, et ensuite, il vient l'appliquer, je vais dire, sur les panneaux. C'est très facile à faire quand même. Tout le monde n'est pas forcément bricoleur. Il faut quelque chose qui soit facile à monter, qui soit beau, qui soit harmonieux et à un prix raisonnable, quoi. J'ai commencé donc tout seul. Après, vite fait, j'ai eu mes enfants qui m'ont aidé le soir parce que ça commençait à devenir chaud pour les préparations. Puis j'ai pris une personne à mi-temps. Du jour au lendemain, quasiment, j'ai décidé d'investir, je vais dire, pour pouvoir imprimer moi-même les stickers. C'était quand même un investissement assez lourd. Et surtout, ce qui me permettait, c'était de maîtriser la chaîne de A à Z, je vais dire, pour la fourniture du bar top. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever les pièces. Le client, je vais dire, commande directement. C'est moi qui l'ai au bout du fil, je vais dire, hein, parce que je réponds aux appels. Attendez, le nom du sticker, c'était un... Dragon Ball Super. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est fait, c'est envoyé, je vous confirme. Vous voulez que je vérifie pour voir où ça en est au niveau de la livraison? Non, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour savoir. Bonne journée, monsieur, au revoir. Merci, vous de même, au revoir. Mon truc, c'est je veux des clients satisfaits. Voilà, c'est le plus important pour moi, quitte à rogner, je veux dire, parfois considérablement sur ma marge. C'est un peu le système vieille France à l'ancienne, et puis les petites épiceries du coin qui servent leurs clients comme s'ils les connaissaient, quoi. C'est un peu cette relation-là que je veux entretenir avec les clients. On a des bar top, là, comme celui-ci, par exemple, où on voit un peu mieux. Comme on peut voir, je vais dire, le sticker qu'on avait imprimé tout à l'heure. Ça, c'est un produit qui va sortir là, comme on dit, incessamment sous peu. Avant d'être artisan, je vais dire, dans le bois, j'étais responsable dans une fromagerie. Avant ça, j'étais agriculteur pendant plus d'une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans des centrales nucléaires. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, quoi. Travailler, il faut gagner sa vie, c'est sûr, hein, c'est quand même le but de tout le monde, mais quand on peut prendre du plaisir aussi, c'est bien, quoi. Enfin, c'est mon sentiment, en tout cas. Ouais, je suis pas un virtuose, hein. Ah bah voilà, j'ai perdu. Merci à Alabama Productions pour ce portrait. On enchaîne avec une discussion de spécialistes dans l'un et l'autre. Ce mois-ci, la thématique, c'est l'addiction. L'addiction, s'il vous plaît. L'un s'appelle Johan Udo. L'autre s'appelle Tatiana Im. L'un est assistant social. L'autre est psychologue.
Tous deux aident au quotidien des personnes dépendantes à sortir de leurs addictions. C'est quoi une addiction ? La référence qui m'intéressait, c'était du côté de l'étymologie, qui ramène à un vieux texte de loi romain, qui signifie donner son corps pour une dette non payée. Dans la pratique, c'est vrai qu'on peut définir l'addiction comme la perte un petit peu du pouvoir de contrôler ses consommations. Pour moi, c'est vraiment le moment un petit peu où la personne ne va plus faire quelque chose par plaisir, mais plutôt par besoin. Peut-on guérir à 100% d'une addiction ? Moi, ce que je peux dire dans le cadre d'une démarche de soins, ne plus être dépendant, ça peut être possible pour certaines personnes, mais c'est peut-être pas la solution pour toutes les personnes. Moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est qu'elle sous-entend le fait que l'addiction serait une maladie. Or, moi, je suis vraiment pas persuadé qu'on peut définir l'addiction comme une maladie. Et ce qui compte peut-être avant tout, c'est la parole de l'usager, de savoir ce que lui, il compte faire par rapport à ses consommations. Comment prend-on en charge une personne dépendante ? Déjà, je crois que le premier facteur, c'est la question du temps. Il va falloir essayer de mettre des points d'étape, si on doit les nommer comme ça, qui ne soient pas trop éloignés du souhait de la personne qu'on accompagne. C'est vraiment elle qui va dicter la démarche de soins. Le deuxième point, c'est la question de la répétition. On va être obligé de répéter avec l'usager plusieurs fois les mêmes circuits, plusieurs fois les mêmes types d'accompagnement. L'addiction, pour moi, vient souvent répondre à autre chose. Bien sûr, par rapport à la loi, par rapport à l'entourage, par rapport à la santé, ça peut être un problème, mais parfois, dans le fonctionnement de la personne, ça peut être une solution à un autre problème. Donc tout le travail, ça va être d'essayer de comprendre avec la personne quelle place a le produit ou le comportement addictif dans la vie. Je crois que c'est Freud qui qualifiait la toxicomanie du côté plutôt de la pulsion de vie, alors que dans les médias, on l'entend plutôt comme quelque chose de l'ordre d'un suicide à long feu, et c'est pas du tout ça. Tout le monde peut-il devenir dépendant ? Je pense que oui. Les produits, si on doit parler d'une dépendance aux produits psychoactifs, va s'installer de la même manière pour tout un chacun. C'est pas parce qu'on consomme un produit qu'on va devenir dépendant. Néanmoins, il est compliqué de ne pas devenir dépendant si on consomme régulièrement un produit. Je pense que ça dépend à chaque fois du produit en tant que tel, mais aussi de la personne elle-même et de l'environnement dans lequel elle est. Quel conseil donner à une personne qui refuse de se faire aider ? Il faut déjà en premier lieu faire le point avec la personne de où elle en est dans son usage et respecter aussi la temporalité de chacun. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est justement de ne pas en donner et d'attendre comme ça que la personne soit éventuellement prête à se faire aider. Quand la justice donne des injonctions de soins, effectivement, on est du côté d'une certaine attente de résultats, de guérison, qui n'est pas forcément la même réalité que celle de la personne qui est aux prises avec ses addictions. Si la guérison, c'est l'abstinence ou l'absence de délit, c'est encore autre chose, quoi. Ce sont quoi les conséquences d'une addiction ? On peut aller dans les deux sens, il y a des conséquences qui peuvent être plaisantes. Après, c'est pas de celles-là dont on parle le plus fréquemment. Du coup, il y a aussi des conséquences un peu néfastes qui peuvent aller malheureusement jusqu'au décès. On peut peut-être penser aussi les conséquences de manière plus large, donc effectivement sur la santé, peut-être les conséquences sur la vie sociale. Les gens qu'on accompagne, ils connaissent en amont les conséquences, et notamment le public le plus jeune. Donc du coup, parler tout de suite des conséquences négatives, je ne suis pas sûr que ce soit très opérant. Voit-on de nouvelles addictions émerger ? L'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, vient de reconnaître officiellement l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Oui, on peut rajouter les addictions à des formes de sexualité particulières aussi, des addictions au sport. Comment accompagner ces personnes qui peuvent peut-être souffrir de ces problématiques-là ? Je trouve que là, on a pris un peu de retard et qu'on n'a pas forcément beaucoup de leviers pour les accompagner. Moi, ça me fait penser aussi à la société dans laquelle on vit, qu'on peut qualifier de société addictogène, où la question de la réponse immédiate, qui agit finalement un peu comme les produits, est en place, est hyper présente, notamment pour les plus jeunes. Aujourd'hui, en plus, c'est un peu à la mode de dire qu'on est tous addicts à quelque chose. C'est pas non plus la réalité, il faut, je crois, se battre contre cette idée-là. Avant de passer à notre interview mensuelle, on retrouve Siegfried et ses mystères, lui qui nous a laissé en plein suspense de sorcellerie le mois dernier. Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié, mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur
les mystères de l'Est. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'entre le XVIe et le XVIIe siècle, dans une Europe où les croyances surnaturelles étaient très fortes, des milliers d'hommes, mais surtout des femmes, ont été précipités dans les flammes, accusés d'avoir pactisé avec le diable, d'être des sorcières. Mais c'était pas vrai. Eh non. À travers ces exécutions spectaculaires, l'Église et l'État voulaient simplement rassurer et impressionner des foules crédules en surfant sur l'hystérie collective. Et ça a marché parfaitement. Comme sur toi. Ouais, bah super désolé, hein. C'est vrai, pour Ouais. l'épisode précédent, j'ai jugé un peu vite, ma mère était pas fière. Mais alors, qui étaient ces femmes qu'on a sauvagement torturées et assassinées? Non mais attends, tu montres vraiment les épisodes de ta mère? Quoi? Non, j'ai pas dit ça. T'as dit ma mère... Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces exécutions étaient organisées à l'extérieur du village, notamment pour que les restes du bûcher servent d'avertissement aux gens de passage. Ouais, et à cause de l'odeur aussi, quoi. Il faut s'imaginer que des centaines, des milliers de personnes se rassemblent pour voir. Venus des villages alentours, des familles, des enfants observent et achètent à des marchands venus pour l'occasion des chandelles, des chapelets et même des encas. Hop, une exécution, une part de quiche. C'est horrible. Non mais ça c'est rien, hein. Imaginez, le bûcher brûle déjà, la foule scande, les femmes condamnées sont amenées par le bourreau, le clergé énumère les accusations, les bourreaux ligotent les sorcières à une échelle qui sera lentement basculée, le visage tourné vers les flammes. Non mais elle devait hurler, quoi. Ah non, surtout pas, pour éviter qu'elles crient ou qu'elles hurlent un dernier sort, on leur mettait de la poudre dans la bouche. Non mais la poudre pour la laine? De la poudre à canon. Comme ça, si elles ouvraient... Ouais, mais déjà moi, quand je mange un tiramisu, ça me fait tousser, alors... Non mais tu comprends pas. Tout le cérémonial de ces exécutions était décrit très précisément dans le Malleus Maleficarum, le guide pratique de référence pour lutter contre la sorcellerie. Après une dénonciation, on recueille les témoignages des plaignants et les dites sorcières sont aussitôt arrêtées, puis commence le procès. Ah ouais, avocat, plaidoirie, tout le tout. Non, pas du tout, non. Là, on vous enferme. On vous présente votre bourreau, quelques hommes d'église, et surtout, vous passez à l'estrapade. Là, on vous déshabille. On examine votre corps à la recherche de la marque laissée par le diable, la stigma diaboli. Ça peut être n'importe quoi. Un grain de beauté, une cicatrice, un bouton, une tache de naissance. On cherche partout. Partout? Ah, partout. Ah ok. Ensuite, on vous interroge dans le but de confirmer les accusations. Ouais, mais si t'es innocent? Eh ben, on passe à la torture. On vous prive de sommeil, on vous broie les doigts, on vous fouette avec des chaînes, on vous allonge sur une planche avec des rouleaux à épines, on vous assied sur une chaise de Judas. Le but est d'avoir vos aveux. Ouais, mais si t'as vraiment rien fait? Mais tu finis par raconter un truc pour qu'on arrête la torture. Mais si tu te confesses, tu auras peut-être la chance d'être étranglé avec une lanière comme celle-ci juste avant d'être plongé dans le bûcher. Mais toi, c'est pas une ceinture H&M, ça? Oh. Et surtout, on poussait les suspects à dénoncer à leur tour leurs collègues sorcières. Un genre de balance ta sorcière, quoi. Et on poussait la population à faire la même chose. Donc en gros, s'il y a quelqu'un dans le village que t'aimais pas, tu disais que c'était une sorcière. et puis- Ouais, c'est ça. Jeune, âgé, riche, pauvre, trop laide ou trop jolie, toutes les femmes deviennent suspectes d'avoir pactisé avec le diable. Les vieilles femmes étaient souvent accusées parce que leur longévité paraissait anormale. Les jeunes femmes célibataires refusant de se marier étaient aussi suspectes. Une femme originaire du village de Domrémy en Lorraine a fait face à 79 chefs d'accusation, dont celui d'entendre des voix et de porter des habits d'homme. Ça te rappelle quelqu'un, ça? Bah oui, c'est Jeanne d'Arc, non? Ah ouais, bah ouais. Parmi les dénonciations, une profession en particulier était souvent pointée du doigt, les accoucheuses. On les accusait de faire naître les enfants avant le terme, de les rendre malades ou difformes, ou de tuer à la naissance mère et enfant. On les redoutait surtout parce qu'elles connaissaient le corps des femmes et que ça ôtait un peu de contrôle que les hommes avaient sur elles. C'est bien là la source de cette chasse aux sorcières, une volonté de l'Église et de l'État, dirigée uniquement par des hommes, de maintenir leur pouvoir en place en faisant accuser celles qui pouvaient leur causer du tort, les femmes. Et bien sûr, celles qui avaient un peu trop d'argent, de connaissances ou de pouvoir. Il n'est alors pas compliqué d'utiliser la jalousie et la misogynie de la population pour la pousser à dénoncer des femmes qui serviront d'exemple
à maintenir l'ordre établi. Ça se passait au XVIe et au XVIIe siècle en Europe, mais ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Tout est lié. C'est le moment de donner la parole à notre invité. Cours de sport, cantine bio, bureau design, after work, séminaire à l'étranger, yoga et j'en passe. Ces dernières années, certaines entreprises redoublent d'ingéniosité pour permettre à leurs employés de se sentir tout simplement plus heureux au travail. Mais au fait, c'est quoi être heureux au boulot? Eh bien, on en parle avec une spécialiste de la question, Alexia Böhm. Bonjour Alexia. Bonjour Sabrina. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alexia, tu es psychologue du travail. Qu'est-ce que c'est ton métier? C'est plein de choses mon métier, c'est pas toujours facile à définir. Disons, quand un salarié s'est cassé la jambe en glissant sur une peau de banane, le psychologue clinicien, c'est plutôt celui qui va prendre en charge le salarié individuellement et lui poser un plâtre sur la jambe cassée. Le psychologue du travail va plutôt repérer où se trouve la peau de banane. Est-ce que, pour reprendre l'expression, le travail, c'est la santé? Oui, c'est important le travail. Quand on ne travaille pas, quand on est au chômage, on peut avoir un sentiment d'inutilité dans la société. La première chose qu'on vous pose comme question en soirée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc on peut avoir cette impression de ne pas compter quand on ne travaille pas. On parle très souvent de burn-out. Est-ce que c'est un mot, voire un mal à la mode, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent? Le burn-out, ça se manifeste par une impossibilité d'agir, d'être une espèce de coquille vide. On travaille à fond et finalement ça devient complètement inutile parce que soit on a perdu le sens de son travail, soit on est en surcharge et le corps n'a plus le temps de se reposer. En tout cas, un état de burn-out, c'est grave dans le sens où la personne a vraiment besoin de s'arrêter pendant longtemps pour pouvoir récupérer. La différence avec une dépression, c'est qu'en état de burn-out, la personne va retrouver du plaisir à faire des tâches quotidiennes, jardiner, aller au cinéma, au théâtre, et c'est même bénéfique pour elle. Alors que dans la dépression, la personne n'a plus envie de rien faire du tout. C'est quoi les signes, s'il y en a, qu'il est temps de revoir son CV et passer à autre chose? Premier signe, c'est quand on n'a plus de sens à son travail, quand on n'y trouve plus d'intérêt, quand on n'arrive plus à récupérer. Ça, c'est la charge de travail. Quand on commence à être irritable à la maison ou au travail, quand on ne supporte plus sa collègue. Voilà, il y en a plein d'autres, mais ça, on va dire que c'est les trois principaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la gestion du travail et son évolution en France? Plus on avance dans le temps et plus on s'oriente vers une approche plus positive de la prévention de la santé mentale en entreprise. On a tendance, nous, Français, à dire tout de suite « Ah, mais c'est le monde des bisounours », de parler de gentillesse, de bienveillance, etc. Plus on va s'intéresser au bien-être des personnes, plus elles seront compétentes, parce que mieux on est et mieux on travaille, et que du coup, tout le monde a à y gagner. L'individu, comme le collectif, comme les résultats de l'entreprise. Le rapport au travail a changé. Avant, un ouvrier, sur une machine de production, pendant que sa machine tournait, il pouvait reposer sa posture, il pouvait aller discuter avec un collègue. Et ces moments, ils ont été remplacés. Donc les personnes n'ont plus le temps de se reposer, elles sont de plus en plus en état de stress et elles ont de moins en moins le temps aussi d'être en lien les unes avec les autres. Et comme il y a moins de liens, les gens se connaissent moins et donc rentrent plus facilement en conflit. Il faut faire un sacré travail sur soi pour se dire ok, je change de carrière, ou je change de métier, ou je change d'employeur. En fait, oui, ça dépend des personnes. À partir du moment où elles sont engagées dans une entreprise, ont vraiment du mal à se projeter ailleurs et se disent que ça n'est pas possible et trouvent plein de bonnes raisons pour ne pas le faire. Le soutien d'un psychologue du travail, c'est de pouvoir lui montrer qu'une autre vie ailleurs est possible. Est-ce que bien décorer son bureau ou avoir un baby-foot en salle de pause, ça sert vraiment aux personnes à travailler mieux? Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Parce que si ça traduit une politique justement de prévention des risques psychosociaux, une volonté de l'entreprise d'être vraiment à l'écoute de ses salariés, pourquoi pas? Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller travailler sur le relationnel entre les personnes et c'est ça qui va faire la différence. Si tu avais 3 conseils simples à donner à quelqu'un qui a le blues du dimanche soir, qu'est-ce que ce serait? Faire en sorte de trouver du plaisir dans son travail. Être acteur du changement, c'est-à-dire aller demander, aller proposer des solutions d'amélioration et pas rester seulement dans la plainte. C'est-à-dire ça va pas, mais voilà ce dont j'ai besoin. Et puis faire preuve de bienveillance à l'égard de ses collègues comme à l'égard de sa hiérarchie ou de ses collaborateurs.
Alors on pose la même question à chaque invité, à chaque émission. Oui. Ta réponse ne doit avoir rien à voir ni avec ton métier, ni avec tout ce dont on vient de parler. Mais si tu pouvais changer une chose dans la société dans les mois à venir, en 2019, qu'est-ce que ce serait ? Probablement que chacun puisse se poser la question de la manière dont il peut contribuer personnellement à l'amélioration du fonctionnement entre les individus. Dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, ma toute petite pierre à l'édifice, pour qu'on tende vers le monde des bisounours. Un monde meilleur. Un monde meilleur. Merci beaucoup Alexia T'en pour prie, ta Sabine. présence sur notre plateau. Pour terminer l'émission, je vous propose de découvrir la nouvelle série documentaire de la rubrique Point de suspension qui s'intéresse cette fois-ci aux religions. Et voici le premier épisode. Un rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. C'est vrai que ce mot de laïcité, il est un petit peu dévoyé, il est galvaudé, on le voit clairement depuis quelques années. La laïcité, pour moi, c'est d'abord la neutralité. Il n'y a aucun avantage pour aucune religion. Je pense que c'est tout simplement donner la possibilité à chacun de pouvoir pratiquer sans imposer sa religion à l'autre. C'est une grande avancée, parce qu'au moins on a fait taire les guerres de religion. J'ai suivi vraiment de très près l'implantation du bouddhisme en France. C'est une nouvelle religion, on va dire, une des plus anciennes de l'humanité, mais nouvelle en France, a pu s'implanter dans une culture qui n'est pas la sienne au départ, d'une façon extrêmement paisible. L'erreur, c'est de convertir cet état de fait, qui est la laïcité, qui est une neutralité, qu'elle devienne elle aussi partie prenante et religion. Certains deviennent presque des intégristes de la laïcité. Je peux comprendre qu'à partir du moment où on a une définition de la laïcité qui évolue et qui devienne une attaque vis-à-vis des religions, et bien que ça puisse provoquer certaines réactions. Il y a certains qui attaquent la laïcité vraiment sans la connaître. Mais parce qu'aussi, il y a des adeptes de la laïcité qui sont les piètres défenseurs. Je crains que la pire des choses, ce soit l'immobilisme et surtout le fait de figer des formes de vérité. La société évolue. Les religions doivent se remettre en question, parce que les textes datent. Et si on ne les relit pas avec les yeux d'aujourd'hui, on est pratiquement en déphasage avec la société. Les extrémismes religieux, ça existe dans toutes les religions, que personne n'est épargné. Quand on pense qu'on a une vérité que les autres n'ont pas, c'est pas bon signe. Quand on veut imposer ces choses aux autres, c'est très mauvais signe. J'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un problème dans la société, on interpelle les musulmans. On leur demande à chaque fois de confirmer leur allégeance aux idéaux de la République. Les gens sont lassés. Et c'est là le terreau du renfermement et de l'extrémisme. Forcément, ça ne fait jamais plaisir de voir des gens qui vont attaquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des plateaux télé, stigmatiser les religions en estimant qu'elles sont la source de tous les maux de la société. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par exemple, croient qu'on peut penser n'importe quoi, on peut penser ce qu'on veut. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais c'est dangereux, il faut faire attention. On lutte par l'éducation, on lutte par l'invitation à comprendre les textes par rapport à la tradition qui nous a été donnée. La pensée, c'est une énergie. Ce n'est pas des choses comme ça qui apparaissent et qui disparaissent. Avant les actions, il y a toujours des pensées. Il faut que la connaissance sur la religion soit disponible. Si elle n'est pas disponible, les gens, c'est quand vous entrez dans un océan, si vous ne savez pas nager, on connaît le résultat. Je pense que c'est le fondement même de toute société, de toute religion, qu'à partir du moment où on vit ensemble, on se doit de se respecter les uns les autres. Il est impensable d'imaginer que l'un puisse croire qu'il ait plus d'importance que l'autre.
Bah quoi? Non mais rien, j'avoue, j'étais médisant, je pensais pas que tu connaissais tes questions sur le bout des doigts comme ça, mais parfait. Bien sûr que je connais mes questions, enfin je prépare l'émission quoi. Je connais tout par cœur. Du coup, pour la prochaine, j'ai besoin de te préparer des fiches alors. Bah si quand même, on sait jamais. Bah, elles sont Ouais. vachement bien en plus. Oui, tout par cœur, hein. Et elles rendent vachement bien Oui, oui, l'image. oui. Et je pense qu'on en a clairement besoin. On vend du rêve, mec. Une présentatrice sans ses fiches, ça n'existe pas.